30 ans? Comme ça, ouais. Ouais, mais je vous raconte un truc, 31 ans. Mon épouse aussi, très, très proche de la famille pendant longtemps. Et donc, voilà. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, voilà. Il y en a qui disent tout le plaisir est pour moi, c'est même ça, ils ne vous le laisse pas. Plaisir partagé. Attendez, il y a un enregistrement pour faire aussi sur l'audio. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire. Ok, il y a la Pékin. Et là, top départ? Top départ avec toutes les personnes à distance. Donc, vous pouvez poser vos questions en ligne, hein, interagir si besoin. On y va, on y va. Tov. Bon appétit. Alors, on a intitulé ce cours. Quand j'ai parlé avec Raphaël, je dis que je serais là. Il m'a dit on a fait une série de cours sur sortir de ta zone de confort. Ça m'a donné l'idée de ce titre-là, qui en fait, comme elles ont dit les madames ce matin, c'est pas un titre, c'est une déclaration. Je suis comme je suis, point d'interrogation. Ça, tu dis, les gens disent, on est entre hommes, donc on va parler entre hommes, hein, d'accord? Donc, il y a quelques femmes qui écoutent. Il y a des femmes. il y a pas qui écoutent. Vas-y. N'écoutez pas. D'accord? Donc, je suis comme je suis. C'est un truc qu'on entend très souvent. Je suis comme je suis. Donc, on va mettre ça avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis comme je suis? C'est quoi? Tu es comme tu es. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La vie, elle bouge, les gens bougent, tout bouge autour de toi. Et toi, tu peux dire, je suis comme je suis. Or, vous savez bien que dans beaucoup de conflits, c'est l'attitude des gens. Les gens disent, je suis comme je suis, j'ai pas envie de changer, c'est moi tranquille. Ou alors, quand vous allez convaincre tonton Jaco et tata Fréha de faire tout va ou de faire Shabbat, ils disent, je suis très bien comme je suis. C'est la religion du cœur et tout va bien. Donc, je suis comme je suis avec un point d'interrogation. Okay. Alors, après, on avait un point d'exclamation. Je fuis comme je fuis. En vérité, tu fuis la réalité, tu fuis le bon Dieu, tu fuis toi-même. Voilà ce qui se passe. L'objet du cours, c'est de démontrer au travers de nos textes, avec des références précises, que j'ai appris avec stupéfaction, vous avez fait le Mishtabura, vous faites des Gmarot, etc. Donc, je vais vous citer des références pour essayer de comprendre c'est quoi le ressort de cette attitude. Quel est le ressort de cette attitude? Alors, on va partir d'abord des psukim, on va partir de la Torah, d'accord? Il y a un personnage qui est connu, qui est Yitro. Vaishma Yitro, il a entendu, il a bougé. Lui, il a changé. Il y a une autre femme également qui a entendu, qui était Rachav. Rachav, qui était une courtisane, qui a fait tchouva, qui après s'est mariée avec Yehoshua. Elle a entendu aussi tout ce qui se passait, et elle a changé. Le Beth Alevi dit ces deux-là, ils ont changé, tous les autres n'ont pas changé. Des centaines de millions de non-juifs ont entendu ce qui s'était passé. Les deux seuls qui ont changé, c'était Yitro et Rachav. Paro, non? Non, ouais, pas nous. À la fin, quand il a eu de l'eau jusqu'ici. Mais sinon, on parle de changer, changer. C'est-à-dire des gens qui entendent quelque chose, qui sont sensibles à ce qu'ils entendent, et parce qu'ils sont sensibles à ce qu'ils entendent, ils décident de changer. C'est ça dont on parle. Pharaon, lui, c'est quand il s'est retrouvé avec l'eau dans la glotte. Pas d'égoïme, c'est ça. Parce que les juifs, Ouais. il y en a qui ont changé. On va en prendre, parce que si la Torah nous raconte cette histoire, c'est qu'en plus, elle le met chez un goy, ça veut dire que ça nous concerne, nous, de manière très, très claire, d'accord? Donc, il y a une discussion ici pour savoir ce qui a fait bouger, Yitro. D'accord? Il y a trois avis. Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. D'accord? Il y en a un qui dit, il a entendu Matan Torah. Rabbi Yoshua dit, il a entendu la guerre de Amalek. Amalek, il a attaqué à Israël, comme le Hamas là maintenant. Il a entendu les coups qu'ils ont pris, ça l'a décidé à venir. Rabbi Elazar, il dit, c'est Matan Torah. Il a entendu Matan Torah, il a entendu que la Torah avait été donnée au monde. Rabbi Eliezer, il dit, Kriyat Yamsouf. Maintenant, si on lit le passouk, en vérité, dans le passouk, c'est marqué que lui, Vaishma Yitro, comme il dit entre Moshe, et kol Asher Asa. Donc, ces trois mandéamar, en vérité, c'est trois regards sur la même réalité. En vérité, il a tout entendu. Oui, il a entendu. La discussion, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a déclenché. Celui qui pense que Matan Torah, ça l'a déclenché, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait ici quelque chose qui avait été donné dans le monde, qui était un nouvel ordre du monde. Celui qui pense que c'est Kriyat Yamsouf, parce que là, il a entendu que la nature, elle était entre les mains d'Hachem. Celui qui a entendu Milchamat Amalek, c'est parce qu'il a entendu la haine universelle dont Am Israël est l'objet, qu'on va essayer de détruire Am Israël, et que ça ne marche pas. D'accord? Donc il y a trois avis ici, mais en vérité, les trois expériences sont vraies. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi seulement Yitro a changé, et pourquoi seulement Rachav a changé. Alors, le Beth Halevi,
il dit dans le Bet Aleviya, la Torah, et c'est cité également dans sa Haggadah, il dit, tu sais pourquoi seulement ces deux-là ont changé? Il dit parce que quand Moshe Rabbeinu, il a vu Amalek qui venait attaquer, il a dit, oh là là, ça va pas du tout ça. Si on peut nous attaquer de cette manière, c'est-à-dire que nous, on n'a pas suffisamment changé. Nous, à Israël, avec tout ce qu'on a vécu, les Aseret Adibrot, et avec Kriyat Yamsouf, on a insuffisamment changé pour justifier que tout le monde vienne se coller à nous. Et d'ailleurs, il dit sur le moment même, l'Akbar dit dans Choulin Daf E, que la raison pour laquelle on est parti en galoute, ici à Neuilly, l'autre à Melbourne, l'autre aux États-Unis, l'autre qui vous voulez, pourquoi on est parti? Il y a des nitzotzot de Gdusha qui sont partout. Partout où on est allé, c'est pour être ma'alé, c'est pour faire monter les nitzotzot de Gdusha, c'est-à-dire les guérim et les shamot des guérim qui doivent nous rejoindre. Et pourquoi ces gens-là ne viennent pas tout seuls? Parce qu'on n'est pas assez attractif. Okay. Donc en fait, dans cette affaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gens qui ont pris la décision de changer, qui sont allés jusqu'au bout. On voit qu'il y a des gens comme nous qui ont pris la décision de changer, on était des esclaves, on a été libres avant même de sortir d'Égypte, parce qu'on a fait le Corban Pessah. Donc on a changé, mais on n'a pas suffisamment adhéré par rapport à ce qui nous était proposé. Donc on n'a pas pu provoquer de changement au niveau mondial. Donc on a un problème. Et donc on voit qu'en réalité, la rencontre entre Yitro et Am Israël, c'est la rencontre entre quelqu'un qui va jusqu'au bout du changement, un groupe de gens, c'est nous, qui avons encore un peu de travail à faire. Donc la question est la suivante. Cette question qu'il faut traiter ce soir, qu'est-ce qui fait que les gens bougent? Alors vous allez me dire, les gens ne bougent pas parce qu'ils ont la ligne faible. Il n'y en a que deux qui ont changé, il y en a beaucoup plus que ça. Non. Il y a l'autre qui a changé. Complètement. Non, complètement à ce moment-là. Complètement à ce moment-là. Oui, après, plus tard, il y a eu plein de guérim, bien sûr. D'accord. Chez Esav, il y a beaucoup plus de guérim que chez Ishmaël. Oui. D'accord? Parce que Esav, lui, il a reçu la Torah de certaine manière, ce qui n'était pas le cas de Ishmaël. Ishmaël était simplement à l'époque d'Abraham Avinu, donc il a reçu le chesed d'Abraham Avinu. Lui, Esav, il a reçu la Torah d'une certaine manière, à sa manière à lui, et donc il y a plus de guérim. Il y a plus de neshamot de guérim chez Esav que chez Ishmaël. La question, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que... Alors vous allez me dire, les gens qui ne bougent pas, c'est parce qu'ils ont la tête dure, c'est parce qu'ils ont un cœur en pierre, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir, c'est parce que, bon, tout ce genre de choses. D'accord? Alors je voudrais avec vous aller dans un texte qui s'appelle les Shmone Prakim du Rambam. Ouais. En français, ça s'appelle le traité des 8 chapitres du Rambam. C'est l'introduction du commentaire du Rambam sur Pirkei Avot. Là-bas, il explique comment est structuré le nefesh, l'âme de l'individu, le psychisme de l'individu. Il dit qu'on a 5 forces dans le psychisme. Parmi ces 5 forces, il y a une force qui s'appelle le Koach HaMedameh. Le Koach HaMedameh, c'est, disons, le Koach qui a trait, la force qui a trait au Dimion. Alors, le Dimion, c'est l'imaginaire. Non, l'imaginaire. L'imaginaire. Le fantasme. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que ce Koach HaMedameh, comment le Rambam en parle, d'accord? Et quelle utilité, ou au contraire, comment ce Koach, cette force-là peut nous servir ou ne pas nous servir. Le dimion, c'est une force. Non, le dimion, c'est cette capacité que l'homme a de créer une réalité par son imaginaire, et cette réalité va être une réalité marquante pour lui, structurante pour lui. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que sans le Koach HaDimion, on ne serait pas devenu ce qu'on est tous aujourd'hui. Tous, à un moment donné, on a rêvé notre vie, on a eu des projets, on a eu une ambition, et cette ambition, elle a pu être tellement forte chez nous qu'en fait, elle existait déjà dans notre subconscient, ni l'un ni l'autre, ni le subconscient, ni dans l'imaginaire, elle existait déjà dans notre réalité. Je crée une réalité par mon imaginaire. Par exemple, je m'assieds sur mon canapé, je me dis, j'ai une super idée. Je vais créer une société qui va vendre des gobelets en plastique. Il y a plein de gens qui font ça. Ouais, mais je sais, je connais des gens qui ont besoin, je sais où je vais aller, je sais comment je vais le vendre, quel genre de gobelet je vais faire, quelle gamme je vais faire. Je sais que dans les sociétés, on fait le petit café serré, le gros truc machin. Ici, les gens ils achètent des coca, des machins, trucs, etc. Je me fais tout un plan, j'organise tout un plan dans ma tête. Il est là. Mais voilà. D'accord? Mais il est là. C'est une metsiout. Pour nos chachamim, le Koach HaDimion crée une metsiout. Une réalité. Ce que vous venez de dire et la sheifa, c'est quoi la différence entre l'image et la sheifa?
Non, c'est le chose. La Sheifa. Dans la Sheifa, le désir, l'ambition, d'accord, c'est tout simplement d'avoir un projet, de commencer à En l'exécuter. général, ça a une connotation négative quand on parle de l'Himalaya. Chazak, ce soir, on va mettre tout ça par terre. Sur la table. Ouais, bien sûr. Non, c'est fini. Ce soir, vous allez sortir d'ici, le dimion ne sera plus du tout une force négative. Ce sera ni négatif ni positif. Quand on sort avec le dimion, d'accord, on a créé une réalité. Nos chachamim, ils considèrent que chacun d'entre nous vit dans un olam, dans un monde. Betor olamo, dans son monde, l'individu a une réalité. Regardez deux exemples. Le paresseux, tel que les chachamim n'ont pas. Je lui dis, lève-toi. Il dit, non, il y a un lion dehors, je ne peux pas sortir. Il dit, non, il n'y a pas de lion dehors, on a regardé par la fenêtre. Il dit, non, c'est faux, il est rentré dans la maison. Je commencé à rentrer dans la maison, c'est moi qui suis dans la maison. Non, c'est pas vrai, il est à côté du lit. Il faut vous dire par là, le paresseux, c'est quelqu'un qui crée une réalité dans laquelle le monde est impossible, à tel point qu'il peut ne pas bouger de son lit. D'accord? Comme le type qui fantasme ses business, il reste sur son canapé, et puis après 2 heures, il se lève, il dit non, mais de toute façon, finalement, j'ai bien réfléchi, ça ne vaut pas la peine. Tout seul, il s'est créé son désir, tout seul, il l'a éteint, d'accord? Et il l'a démonté. Dans le dimion, avec le dimion, l'individu crée une réalité. Par contre, nos chachamim disent qu'on a le droit d'utiliser le koach hadimion pour notre avodat Hashem. J'ai le droit d'imaginer ce qui peut se passer le jour où je serai à 120 ans, je serai là-haut, je serai à côté des tzadikim. J'ai le droit d'imaginer ça. Que les tzadikim sont autour d'Hachem et que je vois le Shem du Tevafké, je vois les tzadikim qui sont autour et je ressens le bonheur et le plaisir que je vais avoir parce que je n'aurais pas fait de la Shonara aujourd'hui et je vais utiliser le koach On est hadimion. obligé de le faire. Autrement, on n'arrive pas à prier. Si on n'arrive pas à se projeter dans quelque chose qui est totalement irréel et complètement non concret. À l'époque, en fait, il y avait le temple. Ils avaient des démonstrations physiques et concrètes. Parce qu'ils en fait beaucoup. Nous, on n'a pas ça. Depuis des milliers d'années, on n'est pas capable de le faire. On n'a pas ça, non? C'est vrai, mais même à l'époque, ils devaient utiliser le koach hadimion. C'est ce qu'il dit le Rambam. Même là, ils devaient l'utiliser. Le Rambam, il était plus après, il était... Alors, dans le koach hadimion, l'individu, il va visualiser une réalité, il va imaginer le plaisir que ça lui apporte. Il ne fait pas de la shonara, il se retient de son shonara, il passe une journée sans la shonara, et le soir, avant d'aller dormir, avant de faire le schéma, il dit maintenant, je vais prendre 3 minutes et je vais imaginer le salaire que je vais recevoir. On a le droit de faire ça. Le Balé Moussard dit, j'ai le droit de faire ça. C'est contre-intuitif parce qu'en général, la plupart du temps, on dit mais non, pas du tout, parce que le salaire d'une mitzvah, c'est pas matériel, on est en train de matérialiser les choses, c'est quoi cette histoire? Et bien, les Moussard, ils disent que le dimion, on est obligé de l'utiliser. Si on doit l'utiliser, c'est comme ça qu'on doit l'utiliser. La plupart d'entre nous, on l'utilise de manière très négative. Parfois, on se laisse aller à des dimionotes. Comme il dit Rav Yisrael Salanter, Adam Choshi et dimionot. Donc le dimion, c'est une force qui est tout à fait centrale. Et le Rambam, il dit, c'est la force qui permet à l'individu soit de se détruire, soit de se construire. Mais c'est la force qui est tout à fait centrale. L'individu doit utiliser le koach hamedame. Pourquoi? Parce qu'il crée un monde, et en créant ce monde, il rend la chose accessible. Ok, ça c'est temps numéro 1. Temps numéro 2. Je dois prendre des décisions. Comment ça marche, les décisions? Dans les Sfarim Akdoshim, en général, quand on dit les Sfarim Akdoshim, c'est les Sfarim de la Chassidut. Petite parenthèse ici, quand le Harizal est décédé, il a dit qu'il y avait 3 personnes qui viendront derrière pour terminer le travail qu'il avait commencé, de dévoiler la Kabbale. Alors, coup sur coup, il y a eu le Baal Shem Tov qui est né, puis un petit peu après, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, puis après le Gaon de Vilna. D'accord? Et les 3 ont dévoilé les Sodot, chacun dans son univers, chacun dans son monde. D'accord? Quand j'ai une marshava qui vient dans mon esprit, cette marshava, elle m'a envoyé Minashamaim. Bachamaim, on veut que je pense à une chose. On m'envoie une marshava. Les marshavot, ce sont des malachim. Quand on parle de malachim, d'anges, on va dire simplement ce sont des émanations de la volonté d'Hachem, on va le dire comme ça en français, c'est court, c'est pas exactement comme ça qu'il faut prendre du temps pour le définir, mais on va le définir comme ça. Une émanation de la volonté d'Hachem. Toutes les marshavot. Les rêves déjà. Simplement, ces marshavot, elles viennent du Guénom. Mais Hachem, il fait que l'individu reçoit des marshavot. Alors, ces marchavot, elles sont emmagasinées dans le cerveau droit, qui est le cerveau de la chorma. Le cerveau de la chorma, c'est le cerveau qui emmagasine les informations. Puis ensuite, ça circule dans le cerveau de la bina. Dans le cerveau de la bina, là-bas, c'est travaillé. Maintenant, après, ça va circuler vers le cerveau du da'at. Le cerveau du da'at, c'est la traduction maasite concrète, d'accord, de marchavot, pour pouvoir agir. Et là, je vais devoir prendre une décision. Et là vient la chavruta inévitable du da'at, qui est le dimion.
vient le dimion. Le dimion, c'est la chavrota, c'est le binôme, c'est l'accompagnateur, c'est le garde du corps, c'est le porte-voix, d'accord, du cerveau du date. À chaque fois que je dois agir, le dimion est à côté de moi. Soit pour me dire, non, c'est dangereux, ne bouge pas. Je vais faire Shabbat. Ça prendre la tête avec Shabbat. Qu'est-ce que tu vas te lever ce matin? Pourquoi tu vas aller à un cours? Pourquoi tu vas faire une mise? C'est quoi de ne pas faire de la shana? C'est impossible de ne pas faire de la shana. Au contraire, il se dit non, c'est bon. Hier soir, hein, j'ai bien réfléchi, maintenant je sais ce que je vais faire. Cette journée, ça va super bien se passer. Je sais que je vais étudier ça, je vais faire ça, je vais avoir tel rendez-vous, ça va marcher. Je vais réussir. Pensée positive, la tarte à la crème de la pensée positive. Agave, pour nous, c'est quelque chose de très précis, comme toujours, parce que tout ce qui aujourd'hui est utilisé dans la psychologie classique, c'est au niveau horizontal. D'accord? Pour nous, ce sont des choses qui ont de résonance parce que la pensée, en vérité, c'est notre lien avec Hachem. Au passage, dans Parashat Tzav, vous avez vu qu'il y a un korban qui est le korban Ola, qui était complètement brûlé sur les Hirurim. D'accord? Personne n'est chayav mita sur les Hirurim. On est chayav mita sur un maaseh. Il n'y a pas de chayav mita sur les Hirurim. Plus la force qu'on utilise pour transgresser elle est fine, moins il y a de punitions ici dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est tellement rouchani que s'il y a quelque chose qui se brise, c'est uniquement dans le monde rouchani. La marshava, en vérité, c'est notre lien avec Hachem. Et quand on dit que nous, on utilise la marshava positive, en fait, en bon français moderne, c'est une fila. La, la, la pensée positive, simplement une fila que j'adresse à Hachem, qui me connecte avec Hachem, qui me connecte avec ma emuna, mon bitachon, mon koach de Oda à Kadosh Baruch Hu, et qui donc va forcément me faire redescendre quelque chose de positif. On va faire une parenthèse, on en reparlera après si vous voulez savoir techniquement comment ça marche, parce qu'il y a une technique des choses. Et juste une c'est pas également aussi le Tsarara, parce qu'on quelqu'un qui également qui intervient pour essayer de nous faire dévier du bon chemin, qui Bien nous. sûr. Alors donc, c'est aussi le Tsarara. Le corps Radimion, c'est aussi un bien sûr. Il va venir me faire faire les pires bêtises de la Terre, m'imaginer les pires bêtises de la Terre ou me bloquer complètement. D'accord? C'est la Chavruta obligée. D'accord? Et il va créer après un circuit, qui est ou un circuit de Géoula ou un circuit de Galout. Le circuit de Galout, c'est que si je m'immobilise, si je me fige, on va reprendre le thème du cours. Je suis comme je suis. Non, je dois me prendre la tête. Hier, j'ai une discussion avec ma femme qui, elle, a décidé que maintenant on va faire 5 minutes tous les jours de Ilchot HaSholara avant d'aller dormir. D'accord? Ça va être notre avrota du jour. On va faire la halakha yomit comme ça, puis comme ça on va se familiariser tous les deux pour ne pas dire de la Shonara. D'accord? Ou alors brancher avec sa tablette là-bas sur Teilim, les Teilim qu'on prend pour les soldats, les Chayalim, la Géoula et la Malkout d'Hachem comme ça, tout, tu vois, un peu séquestre et tout. D'accord? Moi, je dois prendre ça. Moi, je dois prendre la tête avec ça. Je suis comme je suis. Cette phrase-là, que beaucoup de gens disent, je suis comme je suis. Pourquoi voulez-vous que je fasse Shabbat? Pourquoi voulez-vous que j'avance? Pourquoi voulez-vous que je change? Il y a un problème chez moi, mais c'est mon caractère. Vous me demandez de changer mon caractère, mon éducation. Chez nous, c'était comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Voilà. Donc, je suis comme je suis. Vous avez compris maintenant que cette phrase-là, en vérité, c'est une lutte. Quand un individu dit ça, il est en lutte avec lui-même. Parce que c'est faux. Une koach hadimion, qui est la chavruta obligatoire de toutes tes décisions, de toutes tes réflexions, qui accompagne ta bina, c'est-à-dire ton date, pardon, une fois que tu as dit c'est quelque chose et que c'est ta relation avec la réalité, sache que ton koach hadimion, il est en permanence en train de te proposer des nouveaux projets. Alors, de deux choses l'une, l'autre le soleil, de deux choses l'une, où il va te mettre au Guéhinor, ou il va te mettre au Lamaba, ou il va te mettre en mouvement, ou il va te mettre au frigo, ou il va te proposer quelque chose qui est faisable, ou alors il va te plonger dans un dimion qui est complètement inatteignable. D'accord? Quand quelqu'un dit je suis comme je suis, il ment. C'est un mensonge. C'est la raison pour laquelle la suite, je disais, je fuis comme je fuis. En vérité, tu es exactement en train de fuir la réalité. Parce que tu as en toi une force que Hachem a posée qui s'appelle le dimion. Et là maintenant, on peut définir ce que c'est que le dimion de manière cette fois-ci moins intuitive, mais beaucoup plus précise. Hachem a donné une force qui s'appelle le dimion. C'est une force qu'Hachem a donnée. Agave au passage, aucune des forces qu'Hachem a données n'est négative. La ta'ava, c'est positif. Imchila mikvot toratrem. En plus, il y a des mêmes qui écoutent, donc je prends en antenne, mais vous regardez dans ma Sechet Shabbat, ce qui est marqué au sujet de la ta'ava, d'accord? C'est une bracha. Et d'ailleurs, Rashi, il dit que c'est une xerat melech. C'est une xerat melech.
C'est une Xerat Meler, c'est une décision du roi. Rachid là-bas, Kouf Lamed Vav, je crois, Abu Dalef, il y a un Rachid là-bas qui dit c'est Xerat Meler. C'est une décision d'Hachem. Aller faire un tour dans les hôpitaux psychiatriques là où les gens n'ont plus de tahava, les employés n'ont plus aucune raison de vivre. D'accord? Désir. Tahava, désir, envie, passion. D'accord? Avec quoi ça marche la tahava? La tahava qui a un corps fondamental. Du dimion. Bah oui. D'accord? Il va y avoir des sushis ce soir. Viens au cours de Biton, il y a des sushis. Non, non, de Type rab, pas des bitons. Ah, il entend déjà. Pour le 1er avril, c'était obligatoire. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une. Quelqu'un, c'est ma femme d'ailleurs. La femme, elle dit, t'as raison, chérie. Alors le mari, il dit, ah bon, vraiment? Elle lui répond, poisson d'avril. Alors, le, la ta'ava, c'est une force qui est fondamentale et qui marche avec le dimion. D'accord? C'est quoi la ta'ava? Qu'est-ce que c'est la ta'ava? La ta'ava, c'est la force par laquelle l'individu, il va pouvoir manger, il va pouvoir boire, il va pouvoir se reproduire, il va pouvoir jouir de la vie. D'accord? Il va satisfaire des structures qui sont des structures fondamentales chez chacun d'entre nous. Lesquelles d'ailleurs, au passage? L'essence. L'essence. Dites-moi, quand est-ce que le mot Ta'ava a été utilisé la première fois dans la Torah? Juste au passage, dans la Gemara, dans Baba Kama, page 55, c'est marqué que tout celui qui rêve de la lettre tête, il s'attend à quelque chose de Tov, parce que la première fois que la lettre tête apparaît dans la Torah, c'est dans le mot Tov. Et de là, on apprend que quand on veut connaître l'essence d'une chose, l'essence, son rôle, sa fonction, il faut regarder la première fois où ça apparaît dans la Torah. OK? Quand est-ce qu'on a parlé de la Ta'ava la première fois dans la Torah? Ta'ava la Enaim. Là, il était Ta'ava la Enaim. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a dit, Vitem Keloki, vous serez comme Dieu, Yodea Tovara, vous serez comme Dieu, vous allez manger. Il a excité son dimion. Ou Ta'ava la Enaim. L'arbre, il était beau. Voilà, Ta'ava la Enaim. Il a excité chez elle un sens qui est le sens de la vue. Et vous savez comme moi que la vue, c'est une projection du cerveau. Je vois ce que j'ai envie de voir. Dans l'Ilchot et doute, dans les lois des témoignages, on voit toutes les questions qu'on pose aux témoins parce que le cerveau, c'est une machine à reconstruire la réalité. D'accord? Ta'ava la Enaim. Cet arbre-là, il suggérait à la fonction de la vue, qui est une fonction créatrice de réalité, que je peux voir des choses qui ne sont pas là. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Vous l'avez vu, il n'était pas là, il était à Tombouctou. Je suis sûr que je l'ai vu. Non, vous avez dit que vous l'avez vu, vous êtes persuadé que vous ne l'avez pas vu, c'est pas vrai. D'accord? Cet arbre-là, avec lequel vous pouvez accéder au Tov et au Ra, la connaissance totale de tout ce qui se passe dans le monde, il avait la possibilité d'exciter complètement la capacité de créer une réalité qui s'appelle l'œil et de stimuler la ta'ava, l'envie, qui est la force la plus rayonnante, la plus vitale pour chacun d'entre nous. Sans ta'ava, tu n'es rien. D'accord? Sans désir d'argent, sans désir de jouissance, sans désir de posséder, sans désir de grandir, sans désir d'étudier, sans désir d'en savoir plus, sans désir de réussir, sans désir d'être le meilleur, sans désir d'être entendu, sans le désir. D'accord? C'est un moteur. C'est rien. D'accord? La ta'ava, c'est. Mais la ta'ava marche avec le dimion. Là, maintenant, on a une deuxième définition maintenant. La ta'ava marche avec le dimion. Elle ne peut pas marcher autrement qu'avec le dimion. D'accord? Et ça a plein de conséquences. Plein de conséquences dans le Shlom Bayit notamment. D'accord? Dans le Shlom Bayit, et un homme et une femme peuvent se promettre monts et merveilles. Sauf que si on a raté déjà 10 rendez-vous, la femme en général dit d'accord? Le mari, bon, elle me dit, mais bon, d'accord. Quand ça se heurte au mur de la réalité, parce que dans le mur de la réalité, ça ne marche pas, ben non, on n'achète pas. D'accord? Mais la vérité, c'est que pour que ça marche, d'accord, un homme et une femme, ils doivent avoir des rêves. Ah, c'est bien, les couples qui ne marchent pas, c'est les couples qui n'ont plus de rêve. Lundi, on est rentré, on a bossé. Mardi, on s'est occupé des gosses. Mercredi, on s'est occupé des devoirs. Jeudi, il y a le conseil de classe. Vendredi, c'était le Shabbat. Shabbat, on était crevé, il y avait un rythme insupportable. Dimanche, c'est la journée des voitures et des taxis. En France, en tout cas. Israël, c'est une chose de travail. Et hop, et c'est reparti, comme ça. Il n'y a pas, il n'y a rien. Et un beau jour, les gens se réveillent, la femme, elle dit, tu me fais vivre une vie de chienne.
Je dis, mais comment? Je fais, si tu veux, ben non, je t'embête 3 fois par an en vacances, je te paye des robes à chaque fête, je te des trucs, machin, enfin chacun avec ses moyens, hein. L'autre César aussi à 500 shekels, l'autre c'est machin à 50 000 shekels, peu importe, mais l'idée, elle est, comment c'est je le fais? Il me fait vivre une vie de chienne. Pourquoi? Bon, il y a un grand secret que les madames connaissent, il n'y a pas besoin d'écouter. D'accord? C'est qu'en vérité, la femme, c'est le chidouche. Donc, c'est pas parce que j'ai offert ou parce que j'ai dit que ça y est, c'est bon. Alors, je suis obligé de renouveler. D'accord? Mais pour nous, les hommes, c'est compliqué puisque nous, on a une courbe qui monte comme ça très doucement, qui se stabilise, et ensuite qui redescend. Alors que les femmes, elles sont dans un chidouche permanent, au niveau hormonal et tout, etc. D'accord? Donc, c'est plus difficile à nous pour comprendre de manière intuitive ces choses-là. Que la plupart des hommes, face à ce genre de remarques de leurs femmes, disent, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ça va, je suis là, je réponds, je suis un papa gentil, je suis un mari gentil, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et la femme me dit, oui, mais tu me fais pas kiffer. Tu plus rêver. Ouais, tu me fais plus rêver. Comme ça, je te fais pas rêver. Comme ça, je te fais pas rêver. Je passe mon temps à te promettre des choses, tu les tiens jamais. D'accord? Il faut l'étonner. Il faut étonner, il faut dire, mais d'un autre côté, d'un côté, Ça, tu vas dire le bonhomme. Dites-moi, le bonhomme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attends 2 minutes, mais Anilo Evet, po, ani Evet, ani Ménestrel, chez là. comme le premier jour. Qu'est-ce qu'il va dire, le bonhomme? Il va dire, je suis son Ménestrel. Je suis quoi? Je suis le fou du roi? Je suis quoi? Le troubadour. Voilà, exactement. C'est quoi ton affaire? Son amuseur. Voilà. Alors, qu'est-ce que Bien. comment ça marche? Calme ton imagination. Bah, ici, les maris, par exemple, très souvent, messieurs, les maris, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez, moi, je sais ce que je fais, j'en ai déjà bien fait, c'est déjà bien assez suffisant comme ça, d'accord? On va pas commencer maintenant dans les crises qui commencent à devenir des crises aiguës, j'ai déjà bien donné, ça suffit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux rajouter, d'accord? Ce que je peux faire de plus. Si je peux faire de plus, d'accord? Bon, juste un petit secret, mais il ne faut pas le répéter, d'accord? C'est que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de plus, mais vous êtes obligé d'écouter plus, d'accord? C'est ça que vous êtes obligé de faire, oui. Ça, c'est ce qu'un homme doit faire, écouter plus. Parce que quand on écoute quelqu'un, comme vous êtes en train de m'écouter maintenant, par exemple, il y a une interaction entre vous et moi. Vous ne parlez pas, mais j'interagis avec vous parce que vous m'écoutez, d'accord? Ben, s'il n'y a pas d'écoute, il ne se passe rien. Quand vous écoutez et que vous dites, oui, bien sûr, vous êtes, c'est vrai, et que vous êtes, et qu'elle est entendue, et qu'elle sait qu'elle est entendue, et qu'elle sait qu'elle est comprise, d'accord? Ce qui va se passer après, c'est déjà quelque chose que vous pourrez décider ensemble. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? À cause des crises et à cause de cette demande permanente de la femme qui demande du ridouche et des choses comme ça, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, je ne veux plus écouter. Oui, oui. Ça répondait dame de Je ne veux plus écouter. Le bonhomme, il dit, je ne veux plus écouter. Alors moi, je vais vous dire une chose, messieurs. D'accord? Si vous voulez que ça marche, d'accord? Commencez d'abord par écouter. Écoutez ce qui se passe derrière le discours. Il se passe autre chose, d'accord? Bien sûr que, en règle générale, oui, ah ben bien sûr, en règle générale, d'accord? Les maris font beaucoup pour satisfaire leurs femmes, font beaucoup pour leur bien entendu. Mais la femme, elle a un quoi? Il faut pour leur mari aussi. Il faut pas aller. Non, non, mais attendez, pour l'instant, je m'adresse aux hommes ce soir. Moi, je dis que je m'adresse aux hommes, d'accord? J'ai fait 2 formations avec les femmes, ne vous inquiétez pas, elles ont entendu, elles peuvent entendre. Attends, écoutez, le propos. Allez, j'ai fait 2 formations pour les madames. Là, ce soir, je m'adresse aux hommes. Donc, mais entre nous, il y a des madames qui sont là. En fait, je m'adresse majoritairement à des hommes. Donc, c'est des conseils pour vous, d'accord? Dans l'écoute, il faut savoir que vous gagnez 90% de votre position, d'accord? C'est l'écoute qui fait ça. Après, Sous l'attention, ça veut dire elle attend la Akshava. réaction derrière, ou juste le fait qu'on écoute après. Juste le fait qu'on écoute et qu'on accorde de la considération et qu'on donne un makom. Regardez, on va juste détailler. Merci pour la question. Bien sûr. L'écoute, elle consiste à la chose suivante. Quand vous dites, quand quelqu'un vous parle et que vous ne l'écoutez pas, d'accord? Alors vous l'énervez quelqu'un pendant qu'il vous parle, vous faites autre chose. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que vous dites? D'accord? Quand vous n'écoutez pas quelqu'un, vous le rendez dingue. Mais si vous écoutez quelqu'un, allez-y, monsieur, je vous écoute. D'accord? Alors, la personne est là, un makom. Makom, il a de Mekayem. Le makom, c'est ce qui porte un individu. Moi, je crée un espace mental dans ma tête pour ce que tu dis, un véritable espace mental. Et la femme, elle sait qu'elle a un espace mental chez le monsieur. Donc, elle ne parle pas pour rien. Elle parle. Elle est entendue. Maintenant, après, si on va décider et on va aller dans le sens de ce que tu as demandé, c'est déjà une autre discussion. J'ai mon avis, tu as ton avis, on peut discuter, on peut échanger, mais au moins j'ai écouté.
Après, je ne suis pas obligé d'être d'accord. Pas obligé d'être d'accord. En fait, les Ah, étapes, c'est ça, très vite c'est dire oui, je suis d'accord. c'est là où on est en désaccord. Parce que pour elle, il y a Voilà. pas. Donc, il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Non, non, ça marche pas. Ça, il n'y a pas d'écoute. Bien sûr. Le sac de frustration. Oui, D'accord. parce que souvent, Ça marche pas. moi je pense que les hommes peuvent écouter, mais les femmes veulent une certaine forme d'écoute. Et deuxièmement, nous, on voudrait pouvoir s'exprimer, mais là, il n'y a pas besoin d'écoute de leur part. Comment vous Non, répondez ça, à je crois pas. Je crois que les hommes ont besoin aussi d'être écoutés, d'être entendus dans la famille. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais ici faire justice d'une chose, d'accord? Je l'avais dit aux femmes ce matin, et il y a ici un truc qui circule dans les cours de Shlom Bayit et qui est complètement faux. Et là aussi, je voudrais le mettre par terre complètement, d'accord? On passe son temps à dire aux gens, soyez mévataires, soyez mévataires. Vous entendez ça? J'avais fait mévataires, il faut renoncer, renoncer. Vous avez entendu 100 fois ça. Ah oui, il a dit, pas plus tard la semaine dernière, il est le Rav Gil l'a dit la semaine dernière. Mévataires, ouais. Bon, alors moi, en tant que thérapeute, permettez-moi de vous dire que moi, je dis aux gens, altevatro al-crime. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ne renoncer à rien, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand Rav Steinman disait aux gens, il faut être mévataire, on cite tout le temps ça en son nom. Il faut être mévataire. Le type, il vient le voir, il faut être mévataire. Il faut savoir renoncer. Renoncer. Mais Rav Steinman, lui, il a un makom. C'est le Gadol Ador. Il a un makom, il a une place. Qu'est-ce que ça veut dire de dire à quelqu'un qui a le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, d'être pris dans un conflit longue durée, ce qu'on appelle les conflits structurels, un truc où il n'a qu'une place, personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'entendre, et on vient, on lui dit, sois mévataire. Si on dit ça à une femme, elle va devenir une chifra, elle va devenir une servante, elle va devenir un korban ola. Elle a entièrement brûlé sur l'autel du sacrifice. À la fin, elle explose. Et si on dit à un homme qui n'est jamais entendu chez lui, qui n'arrive pas à s'affirmer, qui n'arrive pas à se faire entendre, on lui dit, sois mévataire, mais on le tue. Ça ne veut rien dire, sois mévataire. Il faut dire le début de la phrase et la fin de la phrase. Le début de la phrase, c'est que c'est très important qu'un individu ait un makom, qu'il ait une place. Et si on ne la lui donne pas, il faut qu'il se la construise. Alors, c'est déclaratoire de le dire comme ça. Comment on fait concrètement? Ça, c'est de la thérapie. Mais d'abord, un individu, il doit avoir une place. Il doit avoir une place. Il doit avoir son makom. L'homme doit avoir son makom dans la famille et la femme doit avoir son makom. D'accord? Quand quelqu'un a un makom, il a une place, ça veut dire qu'il est considéré, il est respecté, il est réellement compris et écouté. Alors là, on va lui dire, tu sais, tu as demandé quelque chose, alors il faut être mévataire parce qu'il faut savoir renoncer. Mais c'est un vrai renoncement, c'est pas un harakiri. Et la fin de la phrase, c'est parce que tu as été mévataire, alors là maintenant, tu pourras demander des choses qui sont importantes pour toi. Parce que ce que tu veux recevoir, il faut le donner. Vous comprenez comment ça marche? C'est tout ça. Donc, quand vous entendez Sarech Levater, n'oubliez pas le début de la phrase et n'oubliez pas la fin de la phrase. D'accord? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, par exemple, chez les bonhommes, ça vient souvent. C'est quoi il faut être mévater? Je ne serai pas de mévater. Moi, je suis comme je suis. Comment ça, il faut être mévater? Moi, j'ai mes exigences. Je suis comme je suis. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mévater, c'est renoncer. Renoncer. Renoncer à une exigence. Lâcher prise. Lâcher prise, voilà, c'est ça. Renoncer à une exigence, lâcher tout, etc. D'accord? Alors, j'explique. D'abord, Tout dépend de ta situation. d'abord, dans une maison, j'ai un macom. Si je donne un macom à ma femme, moi le mari, parce que messieurs, ça dépend de vous. La femme, il faut le savoir, et ça, c'est un clal, bardel qui se vérifie partout. Au début, avec Ron Chaya, quand on avait monté le premier service, quand j'ai commencé à travailler avec lui sur le Shabbat, on avait aussi des couples non juifs qui nous appelaient. D'accord? Donc, je peux vous dire, juifs ou non juifs, toutes les femmes du monde agissent et interagissent en réaction à la manière dont le mari se positionne vis-à-vis d'elle. Quand le mari est dur, ça durcit la position de la femme, ça durcit. Si le mari il est compréhensif, ça crée de la souplesse. Si le mari il est avenant, s'il est chesed, ça crée une certaine fluidité. D'accord? La femme, elle interagit, mais d'abord, elle réagit par rapport à la manière dont le mari. C'est le mari. Si le mari veut bien imprimer dans la maison un petit peu de douceur, il y aura de la douceur dans la maison, mais s'il ne veut pas l'imprimer, ça ne marchera pas. C'est un principe qui se vérifie. Comment? C'est grave ce que vous dites. Mais c'est la vérité. Pourquoi grave? Bien sûr, bien évidemment. Par rapport, puisqu'elle se colle, elle se cale par rapport au mari, c'est ça? Oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Elle réagit. C'est une ambiance à la maison. C'est action-réaction. Là-bas, ça veut dire que ça met du mari. Il installe une ambiance. Non, attention.
Oui, le monsieur, il m'alerte sur une chose. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que si ça ne va pas, c'est la faute du mari ou si ça ne va pas, c'est de la faute de la femme parce qu'elle n'a pas fait tout ça. Je dis autre chose ici. Il y a qui cherche des problèmes ici. Attendez, Ça, monsieur, je vais vous dire. écoutez. Attendez, Regardez. il y a une condition. À partir du moment où vous comprenez ça, c'est votre responsabilité, c'est ce que vous avez signé dans l'acte 20. Quand on vit en concubinage notoire avec une femme, dans la Torah, ça s'appelle Pillegesh. Pillegesh, ça veut dire Peleg Sham, la moitié, elle est là-bas. Quand on a signé une Ktuva avec une femme, d'accord, Ktuva, c'est Ktov Vavke. Écrit Vavke, c'est les dernières lettres du nom d'Hachem. D'accord. Si l'homme et la femme le méritent, ils ont le Yutke, la Shrina qui est présente. Et s'ils font ce qui est marqué dans la Ktuva, à savoir que le mari, il est en position de donneur vis-à-vis de la femme, il écrit Vavke, alors Yutke Vavke, Hachem, il est présent. Traduction thérapeutique de la chose. Quand un homme il joue son rôle, qu'il a signé sur l'actuva, parce que l'homme il est en position de donneur, c'est lui qui imprime par le don qu'il fait à la maison, qui imprime toute une série de comportements. La femme aussi, hein. La femme aussi par toute une série d'attitudes imprime toute une série de choses dans la maison. Mais le mari il a une responsabilité très particulière dans le ton de la voix, dans on va dire la teneur des discussions, la manière, le processus de prise de décision, c'est le mari. C'est le mari. Je veux dire, si le mari bloque, s'il est dur, s'il est violent, ou si au contraire il est souple, il discute, il est ouvert, d'accord, automatiquement les choses changent. Ok. Et peu importe qu'on vit dans une maison avec deux salaires, ou une maison avec un avraire et la femme qui travaille, peu importe. Ce ta'alir, il est là, il est présent parce qu'il est ancré dans le psychisme que Hachem nous a donné. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le mari qui donne l'impulsion et la qualité de la relation avec la femme. C'est lui qui donne ça. C'est votre responsabilité, monsieur. Attends, je vais arriver. C'est vrai, vous avez raison. Mais d'abord, prenons notre responsabilité à nous, les hommes. Je ne vais pas maintenant, dans ce cours ici, expliquer ce que la femme elle doit faire. Daniel, ne sois pas avec ce pas. Il va travailler, il va au boulot, ça y est. Ouais. Ça me l'a rappelé, dit, tu viens tout de suite. Non, vous avez compris ça. Je ne vais pas maintenant vous expliquer ce que les femmes doivent faire. Moi, je suis venu me s'adresser à des messieurs ici, d'accord? Et vous avez signé une Ktuva. Dans la Ktuva, vous êtes engagé à financer, à vêtir, à respecter, à donner de l'honneur à vos femmes, à leur donner du plaisir. Et ça inclut notamment les lois du Teshmish Hamita et les relations intimes et autres, etc. C'est marqué dans la Ktuva que vous avez signé. Pourquoi c'est marqué? C'est la rigolade. Une fois, j'étais à Toulouse, là-bas, j'ai fait un mariage à Plaisance du Touche, à côté de Toulouse. Alors, j'ai lu en hébreu comme ça, de Bahir, Plaisance du Touche. Tout le monde a éclaté de rire. Pas compris, quoi. On s'est arrêté avec le. Vous n'avez pas compris, là, c'est un contrat, là. Alors, c'est tout un cours. D'accord. Pendant le mariage, vous avez fait un cours. 5 minutes, mais rapidement pour leur expliquer. Attendez. Vous leur avez coupé l'appétit. D'accord. Vous comprenez ça? C'est la responsabilité d'un homme d'imprimer dans sa maison un état d'esprit de souplesse, de discussion, d'acceptation de la discussion. Maintenant, vous allez me dire, si j'ai une femme qui crie, qui hurle, qui s'énerve, qui ne me laisse pas de place, etc. Alors, je vous ai donné un clal ici, un principe, comme souvent dans des cours où on parle ou de Shlom Bayit, etc. Après, le reste, c'est une autre affaire. Je ne vous ai pas demandé d'appliquer à la lettre Kazer et Kadesh, mais c'est un principe qui existe. C'est la responsabilité, on l'a signé dans la Ktuva. On ne peut pas se débiner. D'accord? Donc, quand le mari imprime ça dans la maison, il imprime beaucoup de souplesse. Une fois qu'il a imprimé ça dans la maison, il peut dire, moi j'ai envie d'être mévataire sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis mévataire. J'occupe ma place. Maintenant, il se peut que, ou le mari par exemple, en face de lui, une femme qui ne lui laisse pas de place, qui, par exemple, lui parle mal devant les enfants. D'accord? Il y a des disputes, elle lui parle mal devant les enfants. Et ça n'arrivait pas qu'une fois, c'est arrivé 100 fois. D'accord? Alors, la question qui va se poser, c'était comment ce rapport il en est arrivé là. C'est ça qui va nous intéresser, nous les thérapeutes. Si le couple vient nous voir, et si les messieurs disent, on ne peut pas rester comme ça, on n'arrive pas à traiter le problème tous les deux. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelqu'un qui va nous aider. Les messieurs, ils ont toujours beaucoup de mal à venir en thérapie. C'est plutôt les femmes. Parce que les femmes, elles ont un pôle émotionnel très développé. Elles cherchent la satisfaction émotionnelle. Si ça ne marche pas avec le mari, elles pensent que le ou la thérapeute va les aider. Donc elles vont pousser le mari à venir en thérapie. C'est comme ça que ça marche mieux. Moi, je peux vous dire,
pour les questions que je reçois à Torah Box par écrit, ou les appels que je reçois, puisque je réponds par écrit aux questions de Torah Box sur la famille, le couple et l'éducation. J'ai ouvert ma boîte mail là, ces derniers temps, j'ai une boîte mail spéciale pour comptabiliser vraiment tout ce qui tombait. En l'espace de 3 mois, j'ai reçu 197 questions. Maintenant, on est pas à 200 questions en l'espace de 3 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a du tas, d'accord. J'ai plein de questions de monsieur. J'ai plein de questions de monsieur. Tu me dis, j'arrive pas, moi, ma femme, elle ne m'écoute pas, j'arrive pas à m'affirmer, tout, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chez le monsieur, il peut y avoir une difficulté à s'affirmer, une difficulté à s'exprimer, qui vient du fait qu'il n'est pas sûr de lui, qui vient que, en fait, il a loupé certains virages, il n'a pas su le faire à un certain moment. Il y a plein de raisons. S'il est un frère, je comprends s'il est un frère. Non, il a perdu confiance en lui. Si, parce qu'en fait, il n'est pas. Non, il n'y a pas que ce cas-là. Il n'y a pas que les Il n'y a pas que ce cas-là, Daniel. Pourquoi Attends, laisse finir, on entend la fin. Comment? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que c'est un gage que tu vas être. De quoi? Ton couple parce que tu vas pas au collège. C'est pas la question, mais je comprends. Mais attends, Daniel, laisse finir. Je comprends qu'il ne pas sa place, mais pourquoi? On ne peut pas discuter, non? Si, mais attends, mais laisse développer l'idée. Après, tu dis, je fais pas la fin, mais je fais pas la fin dans le cours, mais juste pour ma femme qui Alors, peu importe maintenant si l'homme y arrive ou pas, il doit se poser la question de savoir quand un homme voit que son couple ne marche pas, monsieur, quand un homme voit que son couple ne marche pas, quand un homme voit que son couple ne marche pas, que ça patine et tout, etc., il faut se faire aider. Il y a des choses qu'on ne règle pas tout seul. Il y a plein de gens qui me disent ah, non, des hommes ou des femmes, on ne vient pas dans les thérapies de couple, on ne va pas aller voir un coach. C'est les fous qui font ça, c'est l'inverse. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est les fous qui ne viennent pas. Ceux qui ont des problèmes et qui ne viennent pas, c'est eux les fous. Il y a 30 ans, les fous venaient chez les psychologues. Aujourd'hui, c'est les fous qui ne viennent pas. Parce que c'est des gens qui ne veulent rien voir. Je suis comme je suis, je fuis comme je fuis. Je ne veux rien voir, j'ai rien envie d'arranger, j'ai pas envie de faire aucun effort, rien. Je suis vautré devant ma télé, je rote devant mon téléphone, je me bouffe mes chips, et c'est bon, et on continue. Et si tu n'es pas content, c'est le même prix, je t'amène 25 000 euros par mois, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ok? Pas mal, 25 000. Donc, c'est pas mal, 25 000 quand même. l'enjeu fondamental pour chacun d'entre nous, il est de comprendre la chose suivante. Grâce à mon Koach Hamedame, je ressens maintenant sur le Koach Hamedame, grâce au Koach Hamedame, d'accord, je peux me projeter dans une dimension dans laquelle je ne suis pas. Grâce à l'imaginaire, grâce à l'imaginaire ou à l'imagination, je peux me projeter dans une dimension que je ne connais pas encore. Qu'est-ce qui fait que Yitro, qui est le Dalai Lama de l'époque, ou Rachav, qui était une courtisane, vont imaginer qu'ils peuvent trouver leur place dans Am Israël? D'accord? Parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont déjà visualisé avant même d'être arrivé. D'accord? Bilam Aracha, Bilam le mauvais prophète, qui lui voit Hachem, entre guillemets. Lui, il ne bouge pas. D'accord? Il va se marier avec son ânesse, c'est le chemin inverse. D'accord? Lui aussi, il a utilisé le Koach Hamedame, l'imaginaire. Il a dit Gloui et Naïm, celui qui voit tout, qui a ses yeux, il voit les mondes supérieurs. D'accord? Tamot Nafshi, Mot Yesharim. Waouh! Moi, je mourrais comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'aurais la même place qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le monde futur. Mais comment tu peux imaginer une chose pareille avec ton ânesse? Comment quelqu'un qui est marié avec une ânesse, il peut imaginer qu'il aura la même place qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov? La réponse, elle est très simple. C'est que si quelqu'un parle à Dieu et qu'il a une ânesse à côté de lui, il peut regarder ou l'ânesse ou Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'alternative. Il pense que Hachem est d'accord qu'il soit avec son ânesse. Et donc, en vérité, il n'y a pas de problème. Il va s'arranger. On peut négocier avec Dieu. Non? Et ça aussi, ça veut dire, lui, il vit avec son ânesse. Comment il peut dire dans ses prophéties, moi, j'aurai la même place qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le monde futur? La Torah, elle interdit la zoophilie. Elle étudie la Torah. Pourquoi il s'imagine une chose pareille? Pour une raison qui est très simple. C'est que, en vérité, tout est négociable. Je pourrais m'arranger avec Dieu. Je trouverai une manière de m'arranger avec lui. Mais de toute façon, c'est pas si grave que ça. Et au passage, entre nous, c'est un peu ce qu'on fait tous. Regardez, le Mishnah Brura sur les halachot de la Haftara de Yom Kippour. D'accord? Mincha de Yom Kippour. Dans Mincha de Yom Kippour, c'est marqué que là-bas, on lit la Haftara de Yona. Pourquoi? Parce que Yona, il s'est enfui et finalement, Hachem, il l'a rattrapé, il l'a obligé à faire ce qu'il avait à faire. Il dit là-bas, c'est exactement pour chacun. Il dit le Mishnah Brura dans les Sha'arei Tzniut, il dit tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que chacun d'entre nous, il croit qu'il peut s'arranger avec Hachem.
Alors on dit, ben, toi, je prendrai un peu de Guénom, un peu de Gilgoul, un peu de trucs, voilà, c'est pas terrible, hein, c'est pas grave. On va s'arranger, puis finalement, à la fin, j'aurai ma place. Tu cogites, tu t'arranges, tu arranges, tu crées ta Torah, tu crées ton Dieu, tu crées ton Dieu. RT VHou, RT VHou. D'accord? Je vais fauter, je ferai tchouva. Je ferai tchouva. Elle m'a expliqué, mais il y a de la tchouva. On ne lui permet pas de faire tchouva. D'accord? Quelqu'un qui a outra, qui a chata, veshina, il a fauté, il a refait la deuxième faute. La Gemara, elle dit outralo, elle lui est permise. Alors, la Gemara, elle crie, ma outralo. Il se l'est permis. Tu croyais que c'était permis, mais ce n'est pas permis. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, ici? L'individu, quand il agit, il crée un système d'interprétation de ses actes. Et le système d'interprétation de ces actes organise une réalité dans sa tête dans laquelle sa Torah lui permet de dire du Lachonara sur Msaad, sur Freha, ce que tu les as vus, ces deux-là. On ne peut pas ne pas dire de Lachonara, c'est une mitzvah de dire du Lachonara sur ces gens-là, et j'en passe, c'est des meilleurs. Vous pouvez répéter ça de mille et une manières. Une fois, j'ai un type comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous imaginez quand vous êtes allé avec cette femme mariée? Il m'a dit, je vais vous dire une chose, monsieur, j'ai fait une mitzvah. Ça fait 10 ans qu'elle souffrait. Et belle histoire. J'ai dit, mais monsieur, je lui ai dit, vous savez, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Je lui ai dit, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous m'avez convaincu. Je lui ai dit, vous m'avez convaincu. Je suis convaincu. Parce que c'était une telle souffrance que vous avez mis fin à toutes les souffrances. Vous êtes Chayav Mita, elle est Chayav Mita, le couple est défoncé, les enfants sont défoncés sur plusieurs trucs. Vous m'avez convaincu. Comprenez ce que je veux dire? Mais le dimion, c'est un kohar qui permet aux gens de faire tout ce que vous voulez. D'accord? Le type, il était complètement convaincu de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un peu religieux, vous savez que. Oh, bon, je ferai tchouva. J'ai dit, mais vous savez que c'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit, mais je vais vous dire une chose, monsieur. Là, je suis rentré avec vous dans cette situation, mais tout ce que vous dites est complètement vrai dans votre monde. Parce qu'en vérité, c'est vrai que vous vous êtes organisé pour penser que vous ferez tchouva. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous connaissez parfaitement le prix de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Simplement, au moment où l'Yetzerara est Ta'ava la Edaïm, au moment où l'Yetzerara, d'accord, des forces spirituelles destructrices, elles poussent un individu à se placer dans un certain univers, enfin, qui est dans cet univers, crée des valeurs qui vont avec cet univers, il crée une Torah, il crée un Dieu qui est d'accord. La Vodazara, pas chaud, la Vodazara. D'accord? Et voilà comment on se retrouve avec des familles brisées. D'accord? C'est un peu ce que font tous les juifs. Hein. Les gens qui volent, qui volent, qui volent, qui volent. J'ai un cours sur Internet qui s'appelle Argent sale, Forex et Amalek. Vous regarderez là-bas. Argent sale, Forex et Amalek. D'accord? Taxe carbone, il manquait. Mais regardez là-bas, c'est un coup que j'ai fait en 2013. Depuis, ça pourrait s'appeler autrement, je ne sais pas. Mais c'est la même chose. Puis parfois, il m'est arrivé de parler avec des gens, parce que j'aurais dit, mais si vous faites mincha sur place là-bas, il me dit, mais Rav, là-bas, on a un mincha, on a Maharib, on a un shiur de Gemara, il y a même des rabbinim qui viennent et tout, etc. J'ai dit, c'est passionnant, vraiment, c'est bien, hein. C'est bien. Elle me dit, mais il y a plein de rabbinim, hein. Ah, tous les rabbinim de la ville, ils viennent, hein. À Natania, tout le monde est là. Ils sont merveilleux. Tout le monde est là. Je lui dis, vous pouvez me donner le nom des rabbinim? Il me dit, c'est du Lachonara. Je dis, non, 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 c'est pas du Lachonara. C'est pas du Lachonara, puisqu'ils viennent tous. Donnez-moi le nom des rabbinim qui viennent. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, je l'ai tenu. Je ne l'ai pas lâché, hein, celui-là. Donnez-moi le nom des rabbinim. Il me dit Ravioli, Ravalman, Ravagé, qui tu veux, des types que personne ne connaît, des types de derrière les fagots, tous des religieux qu'il a ramassés au coin du Kikar, il les a ramenés là-bas, ils sont fait un cours, et voilà. Ah, Rabbanim. Par définition, retenez bien ça, d'accord? Le dimion, le koach du dimion, l'imaginaire, crée une metsiout, une réalité. Cette réalité, elle attrape l'individu, comme les addictions attrapent un individu. Comme les addictions attrapent un individu, d'accord? Dans le stade final de l'addiction, l'individu, il est là-bas, il ne peut plus se sortir de son histoire, d'accord? Il faut faire un chemin du retour très, très dur pour qu'il se sorte de son affaire, d'accord? Le yesod du changement, qu'est-ce qui fait qu'un individu change? C'est parce qu'il utilise son koach hadimion, il utilise son imaginaire, cette fois-ci de manière positive. Quelqu'un qui serait engoncé, de façon enfoncé
d'accord? Dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous pouvez imaginer ou pas. Merci beaucoup. D'accord? On va lui demander d'utiliser la force du dimion, la force de l'imaginaire. Regarde, ça fait maintenant 10 ans, que en vérité, avant de rentrer à la maison, tu imagines déjà les deux disputes que tu auras. Que très souvent, quand ta femme, elle te dit un mot, tu surinterprètes le truc et tu cries. Et la femme dit, pourquoi tu cries? J'ai rien dit. J'ai dit, on va faire les courses. Toi, tu as le 4 caddies, le repassage. Là, truc avec la carte à la fin du mois qui arrive, le truc, enfin bon, tu as déjà tout ça en tête. D'accord? Donc, tu as déjà extrapolé. Déjà utilisé ton corps radibien. Et donc, régulièrement, il y a des disputes. Donc, régulièrement, on se prend la tête. Donc, régulièrement, on se bat avant même d'avoir commencé. Donc, tu vas utiliser ton corps radimium. Tu vas utiliser le corps de l'imaginaire et tu vas l'utiliser différemment. D'accord? Quand tu vas aller faire les courses, je donne cet exemple, c'est des exemples triviaux, mais c'est des exemples de thérapie qui permettent d'inverser parfois certains paradigmes. D'accord? Il y a les changements de niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais parfois pour inverser un paradigme, on peut demander à quelqu'un de faire cet effort. Dis-moi, pendant les courses que tu vas faire ici, tu vas lui acheter quelque chose qui va lui faire plaisir, tu vas le surprendre. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Un truc que tu n'achètes jamais. Ah ben, ce qui lui fait plaisir, je sais pas, je lui achète, je sais pas, un lait de chèvre, un truc, bien, adore, rien, je lui amène un lait de chèvre, ça la fait kiffer, et puis, alors tu vas la laisser, puis tu vas. Moi, je pense que des roses, c'est mieux. Non, ouais, Des c'est un roses, exemple, c'est un exemple. moi, je Et tu vas revenir, tu vas la surprendre. Maintenant, je te demande une chose. Prends 3 minutes maintenant pour imaginer le plaisir que tu vas lui procurer. D'abord, tu as pensé à elle, tu l'as fait un geste sympathique, tu as donné quelque chose et tout, etc. On est dans ce qu'on appelle ici des changements de niveau 1, dans des problèmes qui sont des problèmes beaucoup plus graves. C'est un peu, si vous voulez, la différence qu'on appelle entre les problèmes factuels et les problèmes structurels. Dans les couples, il y a des conflits structurels, d'accord, qui sont là, des conflits longue durée. Par exemple, ta famille et ma famille, par exemple. C'est des choses, c'est des conflits qui durent. Mais dans ces conflits qui durent, il y a quand même la possibilité de créer des plages dans lesquelles on va assainir un certain relationnel. Par exemple, avec ce genre de conseil, ce qu'on vise, c'est simplement à créer une séquence qui est une séquence positive. D'accord? Maintenant, pour que tu puisses le faire, je te demande, parce que c'est comme ça que ça marche, de visualiser. D'abord, être bien certain que c'est une chose qui va vraiment lui faire plaisir. Ensuite, imagine tout le plaisir que tu vas lui procurer quand tu vas faire ça et ce que ça va créer entre vous deux. D'accord? Pas se rater, hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut être sûr de ce qu'on demande. Ça peut être des petits trucs. Oui, non, mais on parle de petits trucs. Non, mais faut pas se On parle de rater, petits là. trucs. Ouais, On parle de ça. qui dépend le On reste. parle d'un petit message, on parle on parle d'une petite visite. D'accord. Juste au passage, je me permets de donner ces exemples triviaux parce que plein de gens me disent par rapport à ça, mais attendez, bon, je veux bien, mais qu'est-ce que ça va changer? Je leur dis, qu'est-ce que ça va changer? Moi, je réponds aux gens, rien. Mais pourquoi vous me dites ça? Je vous explique. D'accord? Ça fait maintenant plus de 5 ans que vous ne l'avez pas offert de cadeau. Non, ça change beaucoup. Ben, évidemment. Bien sûr, ça change. Ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas offert de cadeau. La femme dit, ça fait 5 ans qu'il m'a pas offert de cadeau. J'ai dit, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y avait pas Rosh Hashanah, il n'y a pas des Chagim, vous n'avez pas offert de cadeau depuis 5 ans? D'accord? La femme dit, ça fait 5 ans qu'il ne m'a pas offert de cadeau. Je m'achète mes vêtements toute seule. Je m'achète mes vêtements toute seule. Je me suis acheté ma perruque ou mon foulard toute seule. Je me suis acheté mes chaussures toute seule. Je me suis acheté un bijou toute seule. Il vient jamais. Il me dit, tiens, débrouille-toi. Il ne m'offre rien. Et attendez 2 minutes. Le bijou et tout ça, c'est un budget qu'il vous a donné. Il vous l'a alloué. Non, mais c'est pas un cadeau. C'est pas investi. Il n'a pas donné. Il n'a pas fait, et tout, etc. Donc, vous avez entendu ce que ça veut dire? C'est que la femme, elle dit quoi? Elle dit, s'il s'investit, c'est bon. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle écouter. Donc maintenant, quand moi je montre que je me suis investi, et ça peut être pour un petit lait de chèvre ou un tout ce que vous voulez, mais ça peut être pour un bijou, évidemment, et ça peut être pour plein de choses. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le changement, il ne vient pas du cadeau que j'ai fait. Je me suis renseigné avant, je sais que c'est bien, je ne veux pas me ramasser, d'accord? Le changement, il ne vient pas de ça. Le changement, il vient de l'intensité du dimion que j'ai mis pour arriver, pour imaginer la manière dont je vais lui faire plaisir. C'est mon investissement émotionnel. D'accord? Je sais que je vais faire plaisir. Je vais voir son visage. Je vais voir quelque chose qui va changer. Je vais donner ici quelque chose je vais donner de moi-même. D'accord? Le Koach Hadimion, c'est ce Koach par lequel l'individu cesse de croire que rien ne peut changer. Nous, on utilise le Dimion de manière négative pour satisfaire des fantasmes, des fantasmagories dans les pires des cas. On l'utilise pour dire de toute façon, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, rien ne va changer. Tu peux dire que je peux faire attention, ça ne change rien. De toute façon, on a un conflit structurel, on n'en a pas de cas, on en a une dizaine. Il n'y a rien qui bouge. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On n'a pas de relation intime depuis un an. Tu vois, je vous donne des cas. Ça arrive, c'est très fréquent. Ça fait 6 mois. Voilà, de toute façon, depuis 2, 3 mois, il ne se passe rien. D'accord. Jamais aucun geste de tendresse. Et puis, de toute façon, depuis le dernier accouchement, il y a eu le baby blues. Bon, ça, je peux comprendre. Mais ensuite, après, c'est blues baby. Après, baby blues, c'est blues baby. C'est au carré. Ça fait de toute façon 9 mois que ça dure. Et puis, en plus de ça, compte de malchance, elle est nida. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi elle est nida comme ça régulièrement? Le corps, il réagit à quoi? Bizarre, ça. D'accord. Le corps, il réagit. Le corps, il parle. D'accord. Donc, si tout ça s'est mis en marche, à un moment donné, c'est parce que moi, j'ai utilisé, à un moment, moi, je ne remonte pas à la pente parce que moi, je n'utilise plus le Koach Hadimion de manière positive. Moi, je l'utilise de manière négative. C'est fini, c'est foutu, c'est perdu, ça tombe, ça ne servira à rien, rien ne sert à rien, aucun effort ne sert à rien, aucune bonne parole ne sert à rien, tout tombe dans un trou. Tout ce que je peux faire, de toute façon, est retourné contre moi, tout ce que je dis est retourné contre moi. Et de toute façon, même si je veux faire un geste, de toute façon, c'est jamais suffisant. Mais c'est du dimion, tout ça. C'est de l'imaginaire. Alors pourquoi maintenant, quand on est intime, il dit, bah, puisque déjà tu as un corps hadimion, vas-y, utilise-le différemment. Bah, cherche ce qui va arranger la situation. Vas-y, viens essayer de te projeter dans cette dimension-là. D'accord. Dans les séances de thérapie de couple, quand je prends les messieurs séparément, parce que souvent je fais une semi-hypnose. Je fais un petit peu de musique, je mets la personne en tête semi-hypnose, et maintenant je la laisse imaginer. Il y a une autre série de personnes avec lesquelles je fais ça, c'est quand les jeunes, ils sont des jeunes garçons qui ont des problèmes d'homosexualité. D'accord. Euh, on s'était beaucoup posé la question avec des post de savoir si on pouvait faire imaginer une relation avec une femme. Mais dans certains cas, par exemple, on peut utiliser cette hypnose-là pour imaginer un garçon qui est notamment dans l'homosexualité, mais qui est un peu dans la bisexualité aussi. C'est pas, les choses ne sont pas si définies que ça, pour lui faire imaginer ce que va être la promenade avec une femme, la promenade avec sa femme. D'accord. Qu'ils vivent une émotion qui soit une émotion très forte, liée à un moment passé avec une femme, sans aller plus loin. La frontière du point de vue de la halakha était problématique, mais imaginez les choses. Vous savez, ce qu'on appelle en Israël le Dimayon Moudrar, c'est l'hypnose. Hypnose, semi-hypnose, d'accord. Moudrar, c'est un dirigé. En fait, c'est une espèce de hypnose, l'hypnose ericksonienne ou une semi-hypnose ou un état simplement de léthargie, d'accord, pour permettre à l'individu de rétablir un dialogue intérieur. Dans la thérapie, en fait, qu'est-ce qu'on utilise? Le Koach Hadimion. Dans la thérapie, on utilise nos outils théoriques à nous, les nôtres. C'est dans le Rambam, dans les Psukim, dans les Mahamar et Chazal qu'on va chercher nos outils théoriques, c'est ce qui fonde notre démarche. Après, dans la démarche thérapeutique, il y a plein de manières de faire. Chorma Bagoim Ta'amin, on peut croire qu'il y a de la Chorma chez les non-juifs, ça c'est ce qui concerne les moyens thérapeutiques. Mais dans les outils théoriques, le conscient, l'inconscient, l'esprit, l'âme, le plaisir, la mort, la joie, et ça c'est chez nous, c'est pas chez Freud ou chez qui que ce soit. D'accord. Donc, qu'un individu maintenant puisse imaginer qu'il y a une relation possible avec une femme, d'accord, et qu'on lui fasse dire qu'est-ce que vous allez dire à cette femme, qu'est-ce qu'elle va vous répondre, qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous répond ça, qu'est-ce que ça suggère chez vous, qu'est-ce que ça vous rappelle, à quoi ça vous connecte, qu'est-ce qu'on utilise, le corps hadimion, l'imaginaire, d'accord. Là, je vais citer un cas extrême, mais dans les relations de couple, sans aller jusqu'à faire de l'hypnose, simplement se projeter dans une réalité qui existe parce que je la crée. D'accord. Vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit une fois, je vous redis maintenant. D'accord. Comprenez bien que personne ne peut dire je suis comme je suis parce que c'est faux. J'ai en moi une force qui est justement une force qui ne me fait pas être ce que je suis. C'est une force qui me fait être autre chose. C'est pas vrai, t'es pas un pornographe du fond de ton truc. C'est pas vrai, t'es pas un voleur. C'est pas vrai, t'es pas un coléreux. C'est pas vrai. Je suis l'esquinté. Non, non, t'es pas Hulk. C'est pas vrai. Tu crois? Ça, c'est. Pourquoi? Parce que ton Dimion, il est nourri de plein de choses. Là, tu vois la dernière fois où elle a crié ou tu as crié plus fort qu'elle, d'accord? Non, c'est pas vrai, t'es pas tout ça. La preuve, c'est que tu peux complètement inverser les choses. Je vais rentrer. Hier, devant tout le monde, elle m'a dit, t'es un nul. Rentre à la maison, tu vas voir.
Je vais la déchirer. Quatre je suis un devant tout le monde, tu me parles comme ça, devant les enfants, tu parles comme ça, tu vas voir un peu, je rentre à la maison, je vais t'esquinter. Tu prends la voiture, rentre à la maison, on rentre à la maison. D'accord, le type, il arrive à la maison, tu n'as pas honte, tu parles ça dans les enfants. Elle lui dit, quoi? Moi, je devrais avoir honte. Toi, tu m'as dit, toi, tu parles comme ça. Mettre la boîte. Comme ça. Ah, c'est une Marocaine, tu vois, c'est une Marocaine. C'est une Marocaine, voilà, on t'avait dit. Je t'avais compris. Bah alors, je te donne une autre recette. Tu vas utiliser le Koach Hadimion. Tiens, voilà. Ah, moi, je te donne le Koach Hadimion, d'accord? Tu reprends la voiture, s'assied, on rentre à la maison. Rentre à la maison, avant de dormir, on lui dit, rappelle-moi demain de te dire quelque chose d'important. Ah là, elle ne dort pas de la nuit. Va dormir, le lendemain, il se lève. Ça peut pas se passer comme ça. Rappelle-moi, On peut pas s'endormir. Elle ne te laisse pas dormir. rappelle-moi demain de te dire quelque chose de très important à te dire demain. Là, elle se connecte en bas. Ce après, soir. t'envoies des messages en bas. Ce soir, j'ai quelque chose de très important à te dire. D'accord? Koach Hadimion. Dis-le-moi maintenant, ça va, je t'ai crié dessus et tout, je sais ce que tu veux dire. Oh, viens, on va dormir, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. On va dormir. Je te connais, d'habitude, tu t'énerves et tout, attention que tu restes calme, là, tu me fais une mytho, là, tu me fais une mytho, tu me fais une mytho, arrête, elle se penche sur le type quand il fait schéma Israël, mytho. Elle dit non, je dors, laisse-moi, demain, je te parle. Ah, ça, tu l'as. Bon, Là, il tu n'y a l'as. pas d'adversaire, il n'y a pas de combat. Le lendemain, il se lève, ouais. Le soir, elle arrive comme ça, se met dans le lit. Et là, il dit, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que j'ai pu faire à Hachem pour mériter une femme aussi extraordinaire que toi? Ah, Alors elle dit, mais ça, tu me... Eh, comment j'ai fait une femme aussi extraordinaire que toi, une femme aussi gentille que toi, une femme aussi extraordinaire que toi? Non, monsieur. Maintenant, j'ai juste une chose à te dire. Je pense qu'hier, tu m'as fait un peu honte. Dites-moi, c'est un sketch de Fenger, ça. D'accord? C'est un sketch de Fenger. Juste, ça vous paraît improbable? Ça vous paraît infaisable? Je vais vous dire pourquoi ça vous paraît imposable. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous a crié dessus en public, c'est vrai que vous avez envie de vous venger, vous avez envie de rendre, parce que le coup qui est pris il est terrible. Il n'y a pas de macabre, il n'y a plus rien. C'est une décision. Dites-moi, j'ai pas le droit d'être contre-intuitif parfois? J'ai pas le droit d'être contre-intuitif? Une fois. J'ai pas le droit d'être contre-intuitif. Qu'est-ce que j'ai gagné quand j'ai fait ça? Ben, j'ai gagné un truc très simple. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Simplement, je l'ai dit autrement. Je suis descendu de la colline de la vengeance pour aller dans la colline de la réprimande, parce que d'une certaine manière, ça peut réprimande. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Mais j'ai attendu, j'ai laissé du temps, et j'ai utilisé mon corps Hadimion pour imaginer ce qui allait se passer. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 24 heures? Elle est en train de cogiter. Elle est pensif. Il est en train de me préparer quelque chose. Elle, comme ça. Ah, je suis en train de faire un truc. Non, non, elle est en train d'imaginer. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle va être complètement décontenancée. Elle va pas. Et puis après, une fois que j'ai fait ce coup-là, elle va me dire, non, mais tu fais faire un coup de mytho, là. Je dis, non, j'ai entendu un mec qui s'appelait Biton qui m'a dit de faire ça, mais en vérité, j'ai envie de te dire, tu vois. Non, en vérité, j'ai fait ça parce que j'avais envie de calmer les choses, c'est tout. J'avais pas envie de rentrer dans la énième dispute. Ah, mon mari, comme t'es un sadique. Mais évidemment, j'ai utilisé le koach hadimion, l'imaginaire, de manière positive. Vous comprenez? Si vous croyez que l'imaginaire, c'est quelque chose qui peut détruire, faites comme Rabbi Nachman de Breslev. Si vous croyez qu'on peut casser, on peut construire. Si vous croyez que l'imaginaire peut vous aider à détruire, imaginez que ça peut vous aider à construire. D'accord? Arrêtez d'imaginer que vous êtes comme vous êtes. Arrêtons d'imaginer qu'on est condamné, ça ne veut rien dire. D'accord? Parce qu'en fait, on est là où notre imaginaire nous porte. Et l'imaginaire, lui, quand il n'est pas géré, comme je vous propose de rentrer dans ce processus, quand il n'est pas géré, il fait ce qu'il veut. Et il peut nous amener à cette idée-là. Je suis comme je suis là où je suis, je ne peux pas bouger, je ne bougerai pas, ça ne mangera pas, tout ce que vous voulez, tout, etc. Mais cette idée, elle est fausse. Cette idée est fausse, complètement fausse. Est-ce que jamais lâcher? Parce que, en fait, on imagine des choses, on va dire, on va mettre construire et détruire. Ouais. Donc ça, c'est facile. Ouais. Détruire, ça se fait tout seul. Ouais. En fait, c'est-à-dire un image négatif, il va s'autopiloter. Alors que l'autre, il faut toujours le tenir. Donc c'est vraiment, c'est encore un autre. Tout ce qui est de l'ordre du travail, tout ce qui est de l'ordre de la construction, tout ce qui est de l'ordre du Yetzer Hatov, ça repose sur le temps et le travail. Tout ce qui est de l'ordre du Yetzer Hara et de la destruction, ça repose sur l'immédiat.
le Sur réflexe. l'inaction. Ouais, C'est le réflexe, parce que c'est quelque chose. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai bâti un monde qui est un monde de Yetzerara, donc un monde dans lequel on détruit en pilote automatique. Mais pour construire, j'ai bâti la Torah il faut déjà ajouter un mot, c'est un Tavlin. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut amener comme antidote, comme élixir, comme épice et tout, etc. Ça, c'est quelque chose que je suis obligé de mettre en marche. Il faut beaucoup d'énergie pour le mettre en marche, bien entendu. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Quand on dit à quelqu'un, mais regarde, essaie d'imaginer maintenant la prochaine étape avec ton Yetzirah. Ta colère, elle va t'emmener où? Essaie d'imaginer la prochaine étape de ta colère. Ça fait maintenant 6 mois que tu es en colère. D'accord? 6 mois que vous vous disputez, 6 mois qu'il y a des cris à la maison. Il y a le feu à la maison, tu es déjà sorti 2 fois. Les enfants, ils n'en peuvent plus. La femme aussi, elle crie, elle s'énerve. Essaie d'imaginer maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? Il y a 3 types de réponses possibles. Le type dit, j'arrive même plus à imaginer, c'est fini, je suis fatigué. Le type, il s'effondre sous sa masse critique, comme en physique. Il s'effondre sous sa masse critique de force négative. Il n'y a plus qu'une force de projection. L'autre, il dit, ah, moi, je veux dire, ce qui va se passer dans 2 mois. On va divorcer, hein. On va divorcer. Et ne me dites pas qu'après, je vais être seul et je vais être si. Non, je serai peinard. Vous avez dit une fois que tu divorcer. Ben, je serai peinard. Et tu ne seras pas peinard. Tu seras seul. Pas dire chose. Je vais te dire aussi autre chose. Tu ne seras pas seul, parce que dans ce monde-ci, on n'est jamais seul. D'accord? Il y a des cohortes autour de toi. Ces cohortes, elles continuent. Il y a plein de cohortes dans le monde. Les cohortes de quelqu'un qui est seul, ce n'est pas des cohortes simples. D'accord? Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'un individu, il dit les forces. L'individu, il dit, mais moi, je vais rencontrer une autre femme, parce que moi, je suis beau, je suis intelligent, je suis un mec bien, et elle passe son temps à me dire que je suis un nul, que je suis un zéro pointé. Je sais que je vais rencontrer une autre femme. Tu te rencontres 2 ans après, il en a rencontré ou 100 ou zéro, je ne sais pas, ça dépend. Et Pareil. Il est toujours aussi nul. pourquoi? Parce que le travail ici, il n'a pas été fait. D'accord? Juste cette parenthèse, un des comportements les plus faciles, c'est toujours de déposer chez l'autre le travail que moi je dois faire. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Elle m'énerve. Et il y a plein de gens dans la même situation qui réagissent différemment. Je m'excuse de dire des choses triviales, mais c'est tellement élémentaire dans les mécaniques de conflit. Elle m'énerve. Il y a plein de gens qui réagissent pas comme toi. Pourquoi tu l'as frappée? Bah, vous avez vu ce qu'elle me fait. D'accord, mais il y a plein de gens qui ne frappent pas dans ta situation. Pourquoi toi tu frappes? Pourquoi tu lèves la main? C'est de réfléchir. D'où ça vient cette violence? Elle est en toi. C'est toi qui la transporte, cette violence. C'est toi qui la crée peut-être. Je ne sais pas. Donc, si vous voulez, la base de notre réflexion, c'est celle-là. C'est de dire, j'ai cette force-là qui est une force centrale. Je crois que cette force est une force qui peut m'aider à y voir, à imaginer des choses très positives, et c'est comme ça que je dois l'utiliser. Je dois l'utiliser de cette manière, toujours. Cette force de l'imaginaire, je dois toujours l'utiliser pour créer quelque chose de positif, un monde positif, des relations positives, imaginer des scénarios positifs. D'accord. Essayer dans mon esprit, de créer un espace mental pour quelque chose de positif et de constructif. Si je fais ça, si je fais ce travail, d'accord, je vais aller contre le travail que l'imaginaire me fait faire, cette fois-ci malgré moi, quand il me pousse au désespoir, quand il me pousse à tout casser, quand il me pousse à rompre, quand il me pousse à penser que c'est fini, et que c'est terminé, que je ne pourrai plus jamais rien faire, on ne pourra plus jamais remonter la pente. D'accord. Voilà, mes chers amis, ça, on va dire, c'est un point fondamental. Moi, je voulais développer, je voulais illustrer, je voulais montrer à tous les niveaux. D'accord. Voilà ici, si vous voulez, de quoi réfléchir, je pense, sur cette idée que finalement, ben voilà, vous êtes sur la citadelle de course, sur la zone de confort. Très souvent, vous savez que la zone de confort, c'est une zone d'inconfort. Si tu as quelqu'un, mais là où tu es, là, tu n'arrêtes pas d'avoir des disputes, ça ne marche pas ton histoire. Il dit non, non, mais ça, au moins je connais. Vous me demandez de changer, c'est trop dur pour moi de changer. Vous savez que la zone de confort, très souvent, c'est une zone d'inconfort. Comme je la connais, que je la fréquente et que je sais quoi faire avec, et je connais mon malheur. Élève, Yodéa, Tsarat, Nafsho. Je connais mon malheur, je sais ce qu'il y a, je sais ce qui se passe. Vous savez, je connais la statistique, il y a 2 sortes d'hommes qui sont mariés, il y a ceux qui se taisent et ceux qui ne peuvent pas partir. D'accord. Et puis, voilà, et en fait, voilà, et puis, je vais dire tout ce que vous voulez, toutes les bêtises que j'en sors. D'accord. Après, quelqu'un m'a dit comme ça, il m'a dit, moi, je sais ce que c'est que Hachem, il met avec Zivugim. Hachem, il fait des couples. Il nous refile les dossiers, il s'en va. Ça, il m'a dit, quand les gens sont nerveux, il y a vraiment des paroles d'Abodazara. Oh, l'idolâtrie, d'accord. Donc,
très souvent, les gens se chargent d'énergie négative, d'énergie d'inertie, enfin pas d'énergie d'inertie, ils se chargent d'énergie parce que c'est mieux, c'est mieux. Et sachez qu'en vérité, dans de très nombreux cas, la zone de confort, c'est une zone d'inconfort. C'est faux. La zone de confort n'est pas une zone de confort, c'est une zone d'inconfort. Elle n'est pas confortable, elle me fait mal, je ne suis pas bien là-dedans, j'aimerais bien bouger, je voudrais pouvoir changer. Comment je vais pouvoir changer? Qui va m'aider à changer? Pour faire quoi? Pour aller où? Je ne suis pas content là où je suis. La zone de confort, c'est une zone d'inconfort. Ce n'est pas une zone de simcha, c'est une zone de hatzvut, de tristesse, de yiouch, de désespoir. Ce n'est pas du tout une zone de simcha, jamais. La zone de confort, ce n'est pas de la simcha. C'est un truc, je sens que je devrais bouger, je sens que je devrais faire quelque chose, mais j'ai pas envie de faire l'effort. C'est trop. On me demande trop, c'est ce qu'on me demande ici, c'est pas pour moi. Bon, voilà, il y a encore des milliards de choses à dire. Si on a des questions, des interventions, allez-y. Il y a une question là de la part de. Oui, non, mais je vous avais répondu. Pas de questions? Vous préférez des consultations individuelles, peut-être? Toi, non, t'as pas de question, toi? Une question là. Il a que des Vas-y, Bernard. Qu'est-ce que non Bernard. Bernard. Question est très fausse. On entend toujours parler, quand on se marie, bon, il y a plus d'en marier, je suppose ici, on a trouvé son basal. Ouais. On dit. En théorie, le basal, c'est quand les deux personnes peuvent s'accoupler en quelque Ouais, sorte, ouais, monsieur. dans tous les sens du terme. Ouais, monsieur. C'est-à-dire au niveau intellectuel, sentimental, enfin tout ce qu'on veut. Ouais. Et alors, comment expliquer justement qu'on dit on a trouvé son basal et qu'il y a énormément de gens et au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, se disputent à n'en plus finir, sans parler du divorce, je ne parle pas du divorce, c'est des bagarres incessantes, des relations conflictuelles permanentes. Il y a une espèce d'antithèse entre les deux choses. Moi, je pensais, je ne sais pas, peut-être un puriste, quand on dit j'ai trouvé mon basal, c'est pour être heureux. Mais on a des histoires différentes, on vient de familles différentes, on a des fonctionnements différents. Des choses qui viennent en plus. Ouais, non, c'est nous. On transporte le transgénérationnel. On va dire déjà des grands-parents et des parents. On transporte la génétique des parents. On transporte l'éducation qu'on a reçue. On transporte les fonctionnements. Maintenant, on arrive à se retrouver dans le couple parce qu'on a un projet commun, parce qu'on a des idées communes, et parce qu'on a des fonctionnements communs. Une fois qu'on a passé tout ça, bah, tout le reste est là, c'est-à-dire nos familles, etc. Donc tout ça se télescope. Toi, tu veux éduquer les enfants comme ça, chez moi, c'est autrement. Bah, moi, chez moi, quand on bougeait, on se prenait une tannée. Donc toi, tu as la main à l'est. D'accord? La mère, par exemple, chez elle, c'est trop dur, donc elle se met à crier, à hurler dès qu'un enfant bouge. Le père, lui, il est super cool. La mère a dit, mais il assume pas, lui. C'est un lâche. Lui, c'est monsieur, j'arrange tout avec les enfants, et moi, c'est moi la barre de fer. Voilà. Lui, c'est monsieur, il s'arrange tout. Alors, le contraire. Donc, pourquoi les gens, bien qu'ils soient un basal, finissent inévitablement par se disputer? Inévitablement, hein. Il y a un couple dans lequel ça marche, c'est justement un couple dans lequel on se dispute parfois. C'est pas un couple dans lequel on se dispute jamais. Pas voir. C'est des disputes gérées. Le ton est géré, mais c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Mais ça peut dégénérer avec des conflits autres, etc. Parce que tout ça, bah, ce sont des charges émotionnelles. Ce que j'amène de ma famille, ce n'est pas des charges cognitives, philosophiques, idéologiques, c'est des charges émotionnelles. Quand mon père et ma mère m'ont transmis un bagage, quand la vie m'a transmis un bagage, mon expérience, mes sens, mes émotions m'ont appris à réagir d'une certaine manière. Et maintenant, quand toi, tu réagis différemment, tu réagis contre mes émotions. Retenez bien ça. En hébreu, le mot émotion, c'est regesh. C'est les mêmes lettres que Gesher, le pont, ou Garesh, divorcé. Quand le Rambam il dit que le couple est fondé sur le kavod et la hava, on traduit kavod par respect, traducteur et traditeur, et ce n'est pas la bonne traduction. C'est la légitimité. Moi, je vois plein de couples dans lesquels c'est des couples à deux vitesses. Le mari, il a une vitesse, la femme, il a une autre vitesse. Et ça marche. Parce qu'il y a de l'amour entre eux. Il y a du respect, il y a un ciment. Et j'en ai vu plein des couples comme ça. Il y a des couples dans lesquels ça ne marche pas du tout parce qu'en vérité, on ne légitime pas. Il y a des couples qui sont au même niveau religieux, qui sont au même niveau, qui ont les mêmes engagements. D'accord? Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le mari, il ne donne pas de légitimité aux émotions de la femme et la femme ne donne pas de légitimité aux émotions du mari. Le regesh, l'émotion, n'a pas de gesher, de pont. Il a un regesh, on divorce. Et la plupart du temps, les gens qui sont dans ces positions-là sont des positions où ils ont été garesh, ils ont divorcé de leur propre regesh, de leurs propres émotions. Ils refusent de se confronter à certaines émotions.
ils étouffent certaines émotions. Par exemple, vous avez des gens, une fois j'ai entendu un rave, un ashkénaze, il a dit les chassidim ils mettent le gartel ici pour séparer le haut du bas. Il dit nous les litéim on met le gartel ici. D'accord. La corde au cou, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ici, à l'intellect, et plus bas, le cœur, les émotions, c'est déjà moussé, d'accord. Ok. Comme ça, il a voulu dire. Okay. Il n'a pas dit les sparadim, je ne sais pas où il devait être. S'il avait dit, j'aurais fait de tard. Mais Toute émotion. voilà, les gens sont souvent en divorce avec leurs propres émotions. Quelqu'un qui a été sadisé dans son enfance, qui a pris des coups, il a éteint l'empathie. Très souvent, par exemple, avec ses propres enfants, il va être tout cruel ou dur ou indifférent. Il ne sait pas faire. D'accord. Donc, très souvent, les gens ont éteint la ma'arechet rikshit, le système émotionnel, garesh, divorcés, ils n'ont pas fait de guécher, donc ils ne savent pas faire un guécher avec l'autre. Dans les couples dans lesquels la femme, elle dit mon mari ne sait pas manifester l'empathie. Il ne sait pas. Il était content, il dit ouais. On demande à un enfant ta mère, elle t'a pris dans les bras. Il m'a dit oui, elle m'a pris dans les bras comme ça. Elle t'a fait des câlins, elle t'a serré dans les bras. Elle t'a dit je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon fils. T'as eu ça? Non, jamais eu. Ça n'existait pas chez nous. C'est pas ça, ça n'existe pas. Les gens, ils éteignent quelque chose. Il y a tout un système émotionnel qui est éteint. Après, on dit au mari, et donc dans le coup, par exemple, on dit ben, le mari, tu prends ta femme dans les bras? La femme me dit oui, bien sûr, c'est quand il, vous savez, il veut se satisfaire. Le type, il a complètement oublié que l'intimité, le début de l'intimité, c'est de s'installer sur un canapé, de s'étreindre et de se taire. Juste de savourer l'instant. Laisse tes émotions parler. Il y avait une pub à l'époque, BASF, l'émotion intacte. C'est des publicités. D'accord. Laisse l'émotion parler. Laisse faire, comme ça, d'accord. Il y a des gens qui il faut expliquer ça. Prends 5 minutes tous les soirs, installe-toi sur un canapé, prends ta femme dans les bras, étreins-la. Étreint ou Étreins. étreint? Comme ça. Étrangle, Comme ça. étrangle. Un peu comme ça. C'est un peu mince. Il dépasse pas plus que ça. Mais parfois c'est l'inverse, parfois c'est la femme. Parfois c'est la femme auquel il faut dire, mais laissez votre mari vous donner d'éducation, laissez-le vous donner des cadeaux. Elle n'en a tellement pas reçu elle-même, elle était dans une famille, on l'a dévalorisée, et tout, etc., qu'elle ne sait pas recevoir. Elle ne sait pas recevoir. Elle est dans le rejet. Les conditionnements qu'on retrouve le plus souvent, c'est les conditionnements du rejet, de l'abandon et de la trahison. Pas trahison trompée, c'est trahir une attente. D'accord. Tout ça pour répondre à votre question. D'accord. C'est qu'en vérité, les gens ont un mazal, ils se retrouvent parce que Hachem fait bien les choses. Il fait les avec Zivougi, mais il met ensemble des gens qui ont des choses à se dire. Parce que le mariage, c'est une construction, ça suppose justement de surmonter tout ça. D'accord. C'est la raison pour laquelle un mariage réussit. C'est un mariage dans lequel on est très heureux de s'être marié, mais dans lequel on se bastonne une fois par mois parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Et en fait, on sait les gérer, ces bagarres. C'est une réparation de l'un par rapport à l'autre, ça voulait dire? Non, réparation, j'ai parce que non, laisse tomber réparation. Ok. Non, j'ai pas simplement un truc ouais, au niveau thérapeutique. Si vous voulez, simplement que les gens se rencontrent pour construire. Mais pourquoi dans le monde occidental aujourd'hui on se marie plus? Parce qu'aujourd'hui on ne veut plus construire. Pourquoi le monde occidental a créé le mariage pour tous? Parce que c'est un mariage dans lequel tu construis rien. Tu construis rien. C'est un dimion de mariage. D'accord? Alors que le mariage pour nous, c'est véritablement d'abord deux individus qui se plaisent, qui s'attirent physiquement, qui sont contents de se retrouver, qui sont contents d'être ensemble, qui partagent des valeurs, qui partagent un projet, mais c'est aussi des gens qui vont partager plein de galères ensemble et qui vont devoir construire. C'est pas ça. Si les gens sont équilibrés ou ils s'équilibrent en cours de route, et donc ils retombent sur leurs pieds, il faut attention à ce que les algorithmes ne soient pas trop drastiques. D'accord. C'est des algorithmes ondulatoires, comme ça. C'est pas comme ça. Oui, alors ça va, c'est géré, ça sera géré. Il y aura des affrontements, il y aura des crises, il y aura plein de problèmes, mais c'est géré. Dans le cas de mariage religieux où les garçons et la fille se connaissent à peine, ils se voient deux, trois fois, ils se marient tout de suite. Il y a eu deux, trois. Ils ne connaissent rien l'un de l'autre. Ils construisent après. Vous savez ce qu'il disait le Rav Vincent, il y a un peu longtemps, il m'a sorti, je citais tout le nom du Rav, à la Vachalom. Zecher Tzadi Kadosh Livracha, le nom, Rav Citru. Ils et Louis et Claire, ils se sont rencontrés. Et 10 ans, ils étaient ensemble. Une fois qu'ils sont mariés, Louis ne voit plus Claire et Claire a perdu Louis. Ouais, c'est une réplique de Tintin. Ouais, ça, c'est une réplique de Tintin, les deux frères là. Dupont. J'ai dit à le grand rabbin connaissait ces classiques. D'accord, Macéchet de Tintin, mais j'ai demandé à la personne c'est quel Macéchet dans Tintin. J'ai dit, ouais, C'est quel album? Ouais, c'est quel album. Bon,
C'est faux, cette idée, elle est fausse. Combien de gens, ils restent ensemble pendant 10 ans? Moi, je peux vous dire mathématiquement pourquoi. Je vais vous dire mathématiquement pourquoi. Mathématiquement, les gens ils disent, d'abord, il faut qu'on se connaisse, hein, il faut qu'on se connaisse bien, ensuite on prend l'appartement ensemble, ensuite on part en vacances ensemble, ensuite on, on va, et peut-être le premier bébé, et puis ensuite on se marie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Pas shoot. Quand les gens passent sous la choupa, mochalin alcool avonotem. On pardonne toutes les fautes. C'est quoi la mechila? La mechila, c'est le premier stade du pardon. Il y a la mechila, la slicha et la kapara. Mechila, c'est l'effacement d'avoir transgressé la volonté d'Hachem. La slicha, c'est l'effacement des effets de la faute. La kapara, l'expiation, c'est l'effacement total de la faute. Toute personne qui habite en Eretz Israël, mochalilo alcool avonotav. Toute personne qui habite en Eretz Israël, rien qu'elle habite en Eretz Israël, qui s'appelle Lapid ou qui s'appelle Yitzhak Yosef, peu importe, d'accord? Mochalino al kol avonotav. C'est quoi Mochalino? Mochel, c'est même Chet Lamed. C'est les mêmes lettres que Lechem, le pain, Milchama, la guerre, Chalom, le rêve. C'est des mots qui sont des mots de passage. Le rêve, c'est un passage entre le réel et le désir. Le pain, entre la fin et la fin de la fin. D'accord? La guerre, avant il y avait le Hamas, maintenant il y a de la ruine. Marchéma. D'accord? Ça veut dire on passe d'un état à l'autre. C'est quoi Mochel? C'est que quand quelqu'un il se marie, quand quelqu'un il habite en Eretz Israël, quand quelqu'un il a honte de la faute qu'il a fait, quand quelqu'un il met les tefilines tous les matins, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, automatiquement, il lui donne un nouveau cheshbon, il lui enlève le fait d'avoir transgressé sa volonté. Il bénéficie de ce pardon automatique. Traduction. Ça veut dire que maintenant, tu es rentré dans un nouveau compte. Donc maintenant, tu as des nouvelles forces spirituelles. Donc en fait, tu es un individu nouveau. Mais comme tu es un dba et que tu ne le sais pas, parce que tu es venu sous la roupa avec le photographe, et avec le truc en décolleté, tu as fait l'achmar et tu as fait n'importe quoi, tu ne sais pas, tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas, mais maintenant tu as un nouveau cheshbon. En fait, tu as un nouveau bonhomme, mais tu ne le sais pas. Et la femme aussi, c'est une nouvelle femme, mais elle ne le sait pas. Ceux qui se préparent au mariage, qui ont fait 3 mois de préparation au mariage pour apprendre les chotnida, l'ashkafa du mariage, la psychologie du mariage, et qui ont entendu les outils de la thérapie pour se préparer au mariage, ils ont entendu tout ça. Tu vas être quelqu'un de nouveau. Tu vas avoir des forces nouvelles, profites-en. Profites-en pour changer. Profites-en pour être un autre. Profites-en pour te projeter dans des dimensions que tu ne connaissais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vivent ensemble pendant 10 ans. Mais quand ils passent sous la choupa, c'est un homme et une femme nouvelle. Et lui ne voit plus clair. Et Claire a perdu lui. Parce qu'en fait, il y a un nouveau cheshbon. Ils ont des nouvelles forces spirituelles. Mais si vous voulez, c'est comme si on disait à quelqu'un, l'abruti parfait, on lui dit, tiens, prends 50 000 euros. Waouh, j'ai 50 000 euros. Il s'achète des chaussures en croco, la ceinture, il s'achète un truc comme ça. Et 2 jours après, il revient dans son F3 là-bas à Gennevilliers. Et puis, il tire sur autour, il rentre sur lui, il lui vole tout. On t'a donné des nouvelles forces. Tu ne sais pas les utiliser. Le citra, il vient, il te les vole. Il te les reprend. Et donc, tu vas te disputer. C'est mathématique. Donc, cette idée selon laquelle on va se rencontrer, on va s'emberlificoter, on va se machiner, on va se truquer, ensuite on va se marier, et ça ira, et on va se connaître. Tu connais rien parce que tu ne connais pas la personne nouvelle que tu vas recevoir et que tu vas être après la roupa. C'est QFD, ce que Dieu veut, il le fait. Exactement. Ouais. On dit très souvent, après le mariage, mais